Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Emmanuel Macron devait annoncer par sa première ministre demain les annonces, les arbitrages sur la réforme des retraites. Ce sera finalement, a-t-il dit, le 10 janvier. On a tout évoqué pour les raisons de ce report, les élections des nouveaux présidents de partis, les hésitations sur le fond, la crainte d'un mouvement social à Noël, le foot. Quelle est, à votre connaissance, la raison de ce report ? Ce qui me paraît le plus probable, c'est que le président de la République a voulu que le temps de la discussion et le temps de l'information des Français, parce que pour moi, on ne doit pas déconnecter l'un de l'autre. Je dirais même que le temps de l'information des Français est plus important pour moi que le temps de la concertation. C'était votre souhait, ce report ? J'ai toujours pensé qu'on n'était pas à quelques jours près pour une réforme qui doit concerner les décennies qui viennent et qu'on ne fait pas de réforme si le peuple, si les citoyens ne sont pas dans une situation positive à l'égard de la réforme. Donc on peut dire que vous avez œuvré pour ce décalage. Non, je ne dis pas qu'ils approuvent nécessairement, Oui. mais je dis qu'ils comprennent qu'il entre dans l'esprit de tous ceux qui sont, après tout, les responsables du pays, ceux qui votent, l'esprit civique, qu'ils comprennent l'enjeu et qu'au fond d'eux-mêmes, ils sachent que cet enjeu et ces décisions sont nécessaires. Mais est-ce que vous avez le sentiment, si on décale, c'est 3 semaines et demie en fait, entre-temps il y a la fin de la Coupe du Monde de foot, les vacances de Noël, Oui. le repos aussi des uns et des autres, est-ce que vous pensez que début janvier, quand on sera peut-être dans une période marquée par des coupures d'électricité, assurément dans une période où il y aura des hausses des tarifs de gaz, d'électricité, la prédisposition de la société sera plus favorable ? Vous ne m'avez pas laissé aller au bout de ma phrase. Donc il y a ce premier aspect. On a besoin du temps pour que la concertation soit aussi développée que possible. On va y et revenir, pour c'est que très l'information des Français Voilà. puisse passer, puisse diffuser. Et deuxièmement, il faut que la réforme soit prête, qu'elle soit équilibrée, qu'on sache Qu'elle soit après prête. en avoir Elle n'était pas prête discuté. aujourd'hui. Je dis pas ça. Je dis que vous voyez bien que les discussions avec, par exemple, les partenaires sociaux n'ont pas totalement abouti. On va dire C'est ça le moins qu'on comme puisse ça. dire. Alors je précise pour nos téléspectateurs qui n'ont pas tout suivi. Hier soir, quelques heures avant votre venue sur ce plateau, l'intersyndicale a publié un nouveau communiqué avec la signature de 13 organisations syndicales et de jeunesse, dont la CFDT. Le titre est très simple, retraite, prêt et déterminé. Ça se résume en 2 infos. 1, ils sont toujours opposés sur le fond à un décalage de l'âge. Et 2, ils disent qu'une fois les annonces faites, ils prépareront une réponse commune de mobilisation. Il y a un risque de mouvement social unitaire, François Bayrou. Un risque, oui, mais vous ne gouvernez pas en fonction des risques. Vous gouvernez en fonction de ce que vous pensez être nécessaire pour le pays. Vous avez vu que le plan a publié, sous ma responsabilité, une note qui donne les chiffres réels de la situation du pays, de la situation des retraites. Les chiffres réels de la situation des retraites, c'est que, au contraire de ce qu'on entendait souvent, qui était de dire « mais il n'y a pas le feu, c'est équilibré et même c'est excédentaire ». Vous avez entendu ce... Et au lieu de cet excédent, nous avons montré, je crois de manière indiscutable, que c'est en fait un déficit annuel de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, c'est 30 000 millions d'euros. 30 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous êtes dans un scénario, je précise, plus noir en réalité que ce qu'avait dit le Conseil d'orientation des retraites. Non, je ne suis pas dans un scénario plus noir. Ça n'est pas un scénario. Les chiffres, c'est la réalité. Les chiffres que j'annonce et que vos auditeurs ou vos téléspectateurs peuvent retrouver sur plan.fr, qui est le site du Haut-Commissariat au Plan. Ces chiffres-là sont les chiffres même du corps. Mais pourtant, vous voyez que les syndicats, ils vous entendent, ils vous lisent, ils vous écoutent, ils se mobiliseront quand même. Ils se mobiliseront malgré tout. Ceci est autre chose. Ils me lisent, ils m'écoutent, ils ne contredisent pas ce que j'ai dit. Ils contredisent l'outil. Ils disent, nous choisissons de ne pas bouger sur la retraite.
Je pense que ça n'est pas raisonnable. On est un pays qui est en déficit chronique, un déficit très important, et le déficit, c'est de la dette, comme vous savez. Et tout le monde sent le poids de ce déficit et de cette dette. Et les retraites contribuent ou participent pour 30 milliards d'euros à ce déficit-là, annuel. Et ce que dit, y compris ces instances, le corps par exemple, c'est que ça va s'aggraver dans les années qui viennent. Mais alors, ce message, vous le faites et vous faites l'œuvre de pédagogie pour les Français, pour qu'ils comprennent la raison de la réforme. C'est effectivement, de votre point de vue, un élément important. Pour autant, dès lors que les syndicats, la CFDT en particulier, qui est un syndicat réformiste, vous dit on ne veut pas d'un report de l'âge légal, est-ce que vous dites on peut et on doit trouver un accord avec la CFDT et trouver le bon outil, ou à minima peut-être faire un pacte de non-agression, donner des garanties sur d'autres sujets annexes? Vous dites on doit trouver. Moi, je pense qu'on peut trouver un accord plus général, une démarche de bonne volonté. Et je pense que c'est même la responsabilité de ceux qui sont soit dans l'exécutif, soit dans le législatif, parce que le Parlement va jouer un rôle très important là-dedans. Il va y avoir un projet présenté par le gouvernement. Et le Parlement, derrière, je suis sûr, va essayer de l'améliorer, d'ouvrir des portes vers un accord plus large. Mais le but à atteindre... Un accord plus large, il faudra aussi trouver un accord au Parlement. Ça veut dire une majorité au Parlement. Oui, le but à atteindre, ça n'est pas de trouver un accord avec des interlocuteurs. Le but à atteindre, c'est d'avoir une stratégie de rééquilibrage des dépenses du pays et des dépenses de la retraite. C'est la différence entre le moyen et la fin. La fin, c'est le rééquilibrage. Le moyen, c'est peut-être un accord avec la CFDT sur le plan syndical, avec LR sur le plan politique. Si on peut trouver cet accord avec le grand courant réformiste auquel j'appartiens, et c'est un grand courant large, avec des inspirations qui viennent d'un bord, de l'autre et du centre. Si ce courant trouve un accord, ça sera bien pour le pays. Pour dire les choses clairement, vous souhaitez qu'il y ait un accord avec les Républicains à l'Assemblée pour voter? Alors je souhaite qu'il y ait l'accord le plus large possible. Ce sont les plus proches des positions du gouvernement? Non, je n'ai pas un strabisme divergent. Je ne regarde pas de préférence vers la droite ou de préférence vers la gauche. Mais vous croyez qu'un accord avec la gauche, avec la NUPES, est possible? Je ne parle pas de la NUPES. Je pense qu'il y a des élus à gauche ou qui viennent de la gauche qui savent très bien qu'il faut faire cette affaire. Écoutez, nous avons actuellement un texte qui régit les retraites, c'est la réforme Touraine. Quel était le gouvernement? Un gouvernement socialiste. François Hollande, Marisol Touraine, socialiste. Un gouvernement socialiste. Et ce gouvernement-là, vous croyez que les raisons qu'on fait faire la réforme ont changé? Et vous croyez que la situation s'est améliorée depuis ce texte? Sauf que vous dites quelque chose de très important. La réforme Touraine, François Bayrou, c'était l'allongement de la durée de cotisation et non pas le report de l'âge légal. Est-ce, à vos yeux, aujourd'hui, la meilleure solution? Non, le but à atteindre, c'est le rééquilibrage. Est-ce qu'on y arrive par la durée de cotisation? Si on a un scénario crédible, si on avait un scénario crédible de rééquilibrage par uniquement la durée de cotisation, je trouverais ça positif. Est-ce que ce scénario existe? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va avoir des scénarios sous les yeux. Le Parlement va se mettre en route. Ce que disent les experts que j'entends, c'est que ça ne suffira pas. Si je dis que votre préférence, c'est l'âge légal à 64 ans ou 64,2 et la durée de cotisation... Non, 64,2, c'est pas l'âge légal. Vous avez lu cette note, c'est l'âge moyen. Oui. Mais à un moment, il va falloir l'âge moyen de départ à la retraite. Oui. Et l'âge moyen de départ à la retraite, il peut être obtenu de diverses manières, dont le déplacement de l'âge légal. Absolument. Et des incitations. Ou bien le fait qu'on facilite emploi-retraite. Ou bien le fait qu'on cherche d'autres voies de rééquilibrage. Mais il faudra choisir. Soit on fait l'âge légal, soit on fait la durée de cotisation, soit on fait un mix des deux. Choisir, c'est exactement la responsabilité de ceux qui sont élus et vous avez d'un côté et au gouvernement ou un point de vue entre l'un des mécanismes, l'âge légal, la durée de cotisation ou un mix des deux? Laissons travailler le Parlement. Mais vous voyez bien que moi je pense que ce mixte existe. Et je pense d'ailleurs qu'on n'évoque pas en parlant l'arme la plus puissante pour le rééquilibrage des retraites, c'est le plein emploi. On est actuellement à un peu plus de 7% de chômage. Les pays qui nous entourent, l'Allemagne par exemple, sont à
à 3% de chômage. Parce que ça fait aussi rentrer plus de cotisations, le plein emploi. Et donc, si on a 2 millions de personnes de plus au travail, eh bien, le problème de l'équilibre des retraites se pose de manière complètement différente. Parce que ça fait plus de gens qui travaillent, donc plus de cotisations. En revanche, augmenter les cotisations payées individuellement, est-ce que ça peut être une piste? Elle a été écartée jusque-là. Est-ce qu'il faut vraiment la laisser dehors? Pour moi, non, parce que ce à quoi il ne faut pas porter atteinte, c'est la feuille de paie des salariés. Je pense qu'il existe une piste que pour l'instant le gouvernement écarte, mais qui, moi, me paraît pas totalement inutile d'examiner. C'est une légère augmentation des cotisations retraite des employeurs, des entreprises. Très légère augmentation. Qui serait de quel ordre de grandeur? Actuellement, l'augmentation, c'est 16,5 et le taux, c'est 16,5. 16,5 de la masse salariale comme cotisation retraite employeur. Je pense qu'on pourrait passer à 17,5. Un point. Et un point, ça représente 0,7% de la masse salariale, de la charge sur les entreprises. Et ça permettrait d'aller un peu moins sur l'âge. Et ça permettrait de trouver un équilibre. Encore une fois, je m'exprime là, autant sur les chiffres que nous avons établis, j'engage cette petite mais utile institution qu'est le plan. Autant, quand je parle de l'avenir, je n'engage que moi-même et mes intuitions. Vous avez parlé avec le gouvernement, le président, de cette idée d'augmenter les cotisations patronales? Je pense, pas directement, mais ils ont ça en tête, bien sûr. Pour l'instant, ils l'écartent complètement. Je pense qu'on ne trouvera une solution que si on fait un mix de plusieurs mesures. Des mesures qui touchent à l'âge, des mesures qui touchent tout le travail pour la productivité du pays. Vous savez, je vous donne les chiffres là encore. Jusqu'à il y a 15 ans, la productivité du pays augmentait de 1,5% par an. Et puis on est tombé à seulement 1% par an. Il suffirait de remonter à 1,2% par an de productivité, d'amélioration de l'efficacité du pays. Et Dieu sait qu'il y a à faire avec l'organisation de l'État, avec l'organisation des transports, avec la SNCF, avec le métro. Tous les Français savent ce que je veux dire. Avec l'État, avec la difficulté pour ne serait-ce que se faire des passeports, des papiers d'identité. Mais c'est moins mécanique qu'une mesure d'âge, en effet. C'est moins mécanique. Moins automatique. Mais aussi utile. Parce que trouver une productivité plus efficace, un pays plus efficace, un pays qui marche mieux, un pays où on serait sûr que les transports, la circulation... Mais ce n'est pas pris en compte aujourd'hui dans la réflexion sur la réforme. Eh bien, je propose qu'on le prenne en compte. Je propose qu'on réfléchisse à une solution qui permette de rassembler tous les gens qui comprennent qu'il faut faire quelque chose, que ça soit fait dans la transparence complète, et avoir les chiffres en main, c'est la transparence, et qu'on fasse preuve un peu d'imagination. Et c'est faisable d'ici le 10 janvier, parce que je disais, c'est 3 semaines et demie, avec les fêtes au milieu, ça va aller très vite. Est-ce que le gouvernement est capable de pivoter à ce point-là? Ça veut dire pivoter sur les mesures d'âge, accepter de considérer les cotisations patronales et avoir une vision plus macroéconomique. Vous demandez beaucoup? Non, je ne demande pas beaucoup. Je demande que chacun essaie de mettre sa créativité, son inventivité et son sens civique à trouver un équilibre pour l'avenir des retraites. Autrement, quelle est la solution? C'est la baisse des pensions. Plusieurs pays l'ont fait. Elle est écartée par le gouvernement. Et il faut l'écarter avec vigueur, avec être intraitable sur ce sujet, parce que si nos compatriotes qui sont à la retraite ont le sentiment que leur pension est menacée, alors ils sont pris d'un sentiment d'insécurité. Et le sentiment d'insécurité, c'est ce qu'il y a de pire pour l'économie d'un pays. Il va y avoir aussi, François Bayrou, pardon... Mais vous avez entendu, oui. Le plein emploi... Vous dites qu'il faut prendre tout cela et l'augmentation de la productivité du pays, vous avez là des clés qui sont aussi efficaces ou doivent être ajoutées pour trouver un équilibre sur la réforme. Juste un point, il va y avoir aussi dans la mise en œuvre une question très importante, c'est celle du calendrier et du rythme auquel on va. Si on augmente l'âge, il faudra dire à quel rythme on l'augmente. Est-ce que par exemple avoir une borne qui serait 63 ans à la fin de ce quinquennat, ça vous paraît totalement inenvisageable?
C'est à peu près dans l'ordre des choses. Ce qui est prévu... Le président l'avait exclu en octobre sur France 2 en disant il n'y aura aucune hypothèse où on s'arrête à 63 ans au niveau de ce quinquennat. Ah non, mais... Non, où on s'arrête à 63 ans. Oui, mais au niveau de ce quinquennat, parce que ça veut dire continuer après, bien sûr. Ce qui a été dit, c'est que les âges qui sont évoqués, 64 ans ou 65 ans, et tout le monde se dit c'est pour demain matin. Non, c'est pour dans 10 ans. Alors, le projet du président, c'était 65 ans en 2031, mais en étant à 64 ans à la fin du quinquennat. Et donc, non, mais c'est progressif. La réforme Touraine, c'est progressif. Il n'y a pas de tabou pour dire on sera à 63 ans à la fin du quinquennat. Ça peut être une borne sur le chemin. Vous vous rendez bien compte qu'on est entré dans une réforme très difficile, et tout le monde sait qu'elle est très difficile. On est entré dans une réforme qui va mobiliser l'attention, parfois l'opposition de beaucoup de forces du pays. C'est avec toutes ces forces qu'on doit trouver une solution d'équilibre. Je répète ce que j'ai dit souvent, et peut-être à votre micro, nous sommes co-responsables de l'avenir. Ceux qui sont dans la majorité, ceux qui sont en situation de responsabilité, ceux qui sont au gouvernement, le président de la République et les oppositions. Tous ensemble, et c'est l'avenir, quelle que soit notre orientation, nous sommes co-responsables de l'avenir. Est-ce qu'entre ces co-responsables de l'avenir, on peut trouver quelque chose où chacun se dise « bon, on a fait un pas vers l'autre ». Je suis sûr qu'au bout du chemin, vous pouvez garder cet enregistrement, au bout du chemin, dans quelques mois, quand la réforme aura été présentée, qu'elle aura été débattue, qu'elle aura été amendée, je suis persuadé que c'est cet équilibre-là qu'il faudra trouver. Mais pour arriver à cela, François Bayrou, il y a aussi la manière dont on mène, certes, la concertation, mais ensuite la discussion parlementaire. Dans un dîner à l'Élysée, paraît-il, il y a quelques jours, ont été évoquées deux choses très importantes. La possibilité que cette réforme passe dans un PLFSSR, donc projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, qui donne droit donc à la possibilité de recourir au 49.3 sur ce plateau au lendemain de ce dîner. Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance, a dit le 49.3, ce n'est pas un tabou. Vu ce que vous venez de décrire, les conditions de dialogue, est-ce que cette réforme, de votre point de vue, peut être dans un budget de la sécurité rectificatif et peut passer par 49.3 ? Ben oui, le 49.3, c'est une arme institutionnelle normale. Michel Rocard, dont tout le monde se souvient, qui n'était pas un dictateur, a dû l'utiliser plusieurs dizaines de fois. Mais c'est une arme qui est vue comme une arme violente par les oppositions, de contrainte. Non, parce que il y a deux choses. Est-ce qu'on veut qu'il y ait un débat ? La réponse est oui. Je pense que le Parlement, dans sa configuration actuelle, le Parlement exige la situation, les équilibres exigent qu'il y ait un débat. Ce débat peut prendre le temps nécessaire. Il ne s'agit pas de brusquer, il ne s'agit pas d'empêcher le débat. Au terme du processus, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de majorité, mais qu'au fond, un certain nombre de forces acceptent que le gouvernement fasse son travail et qu'on ait une réforme des retraites qui sera, je le crois, le résultat des pas réciproques que les uns peuvent faire vers les autres. Mais dans ce cas, pas de tabou, vous dites. Ce jour-là, le 49.3, on vient d'en vivre combien ? 9 de suite. Absolument. C'est une arme parlementaire normale. Mais il faut que le débat ait lieu, et notamment que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc vous dites, si le débat a eu lieu, au Sénat, je vous rappelle que le Sénat a adopté un amendement qui n'est pas très très loin de ce qui est examiné aujourd'hui. Porté par la droite, en l'occurrence, avec un peu d'âge légal et un peu de durée de cotisation. Et qui est franchement dans la même philosophie. Et donc une bonne inspiration de votre point de vue. En tout cas, j'ai toujours été persuadé que une démocratie, ça consistait à prendre en compte des voix qui ne sont pas les vôtres, des sensibilités qui ne sont pas les vôtres, et à faire en sorte qu'on puisse s'accorder. Donc il faut écouter cette voix. Sur des décisions à prendre. Vous avez évoqué un point très important tout à l'heure, c'est notre situation budgétaire et le poids que représentent les retraites là-dedans. Il y a quand même une question qui n'est pas encore bien claire pour tout le monde, c'est est-ce que cette réforme, elle sert à équilibrer le système de retraite, point, ou à équilibrer le système de retraite, plus financer d'autres politiques, d'autres priorités. Le gouvernement a eu les deux discours. Sur ce plateau, Gabriel Attal, par exemple, avait dit « ça peut servir à financer d'autres politiques ». Et lundi, Geoffroy Roux de Bézieux, à votre place, dit « hors de question, le système de retraite, c'est pour les retraites ». Et les deux phrases, si j'ose dire, disent la même chose. Ah.
Lorsque vous avez un régime ou un système de retraite, il y a 42 régimes, ce qui est d'ailleurs dingue si vous réfléchissez une seconde. Peut-être que c'est l'occasion de supprimer les régimes spéciaux, cette réforme. Et on a oublié le pas en avant qui était celui de la discussion précédente, qui n'est pas allé à son terme. 42 régimes. Si vous regardez ce système de retraite et que vous vous apercevez qu'il est financé tous les ans par des dizaines de milliards de déficits et de dettes, le rééquilibrer, c'est rendre service à l'ensemble de l'équilibre budgétaire du pays. Et ça ne sera pas pour faire autre chose, ça sera pour rééquilibrer. Oui, donc vous dites que c'est quand même pour équilibrer le système de retraite et ça allègera le poids global. Rééquilibrer le système de retraite, c'est rééquilibrer le budget du pays. Si le budget du pays est obligé de donner 30 milliards tous les ans, alors effectivement ça pèse. Sous forme de déficit et de dette, rééquilibrer le régime de retraite, c'est rendre non pas des marges de manœuvre, mais un peu plus d'équilibre au budget du pays. François Bayrou, encore 2 sujets d'actualité avant qu'on arrive à la fin de cet entretien. Vous regardez forcément ce qui se passe à l'Assemblée nationale, pas sur le fond, mais sur la forme, avec un député, Adrien Quatennens, qui a été condamné hier à 4 mois de prison avec sursis pour la gifle et les messages envoyés à son épouse. Il a été radié par son groupe pour 4 mois, mais il y a une question très simple qui se pose. Bon, la démission, à la limite, mettons-le de côté parce que les électeurs l'ont élu, c'est un fait. Mais est-ce qu'il faut changer la loi pour que désormais ce type de violence entraîne automatiquement une inéligibilité, une impossibilité de siéger? Est-ce qu'il y a là un problème à régler? Alors, s'il n'y a pas eu inéligibilité, c'est que les juges ont choisi qu'il n'y ait pas inéligibilité. C'est une peine accessoire qu'ils auraient très bien pu déclencher. Alors, je déteste les chasses à l'homme, et donc je n'y participe pas. Là, il y en a une de votre point de vue? Il y a un rassemblement d'accusations, d'attaques. Ce qui ne me paraît pas normal, et à la place d'Adrien Quatennens, je réfléchirais à ça, c'est de dire je ne siège pas, mais je suis payé quand même. Je trouve que pour ceux qui le regardent, j'en parle avec prudence, parce que derrière... Il va revenir siéger. Derrière cette situation-là, il y a aussi des tragédies personnelles. Une femme, en l'occurrence pour l'épouse qui a été frappée. Des histoires d'amour qui tournent mal, j'aime pas parler de ça légèrement. Mais accepter d'être payé alors qu'on ne siège pas... Ce qu'il a fait ces derniers mois, mais on a compris qu'il souhaitait revenir. Qui me semble-t-il ne va pas. Tout dernier mot, ce soir, demi-finale, la France face au Maroc. Un pronostic, le président sera sur place. D'ailleurs, ça suscite beaucoup de réactions politiques. Votre pronostic pour ce match? Moi, je crois que la France devrait gagner 3-1. Mais il en est des pronostics comme des annonces pour la météo dans plusieurs mois.